monsieur, à vos marques, prêts, ralentissez. Et oui, cette semaine, à l'approche de la journée sans voiture qui aura lieu, je vous le rappelle, le 22 septembre prochain, nous allons mettre la pédale douce sur les 4 roues. Alors, quelles sont les alternatives mises en place par nos voisins pour limiter leur utilisation ? Comment sont-elles accueillies par les habitants des grandes villes ? Et quelle est leur efficacité sur la diminution de la pollution? C'est ce que nous verrons avec 4 de nos correspondants. Et vous le savez, en raison du décalage horaire, avec certains d'entre eux, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Alors, il carbure à l'information. Voici nos reporters du jour. Laura Calmus, qui nous attend au Royaume-Uni. Alexia Kefalas, que nous rejoindrons en Grèce. Sylvain Lepetit, qui a fait le déplacement aux Émirats Arabes Unis. Et enfin, Justine Jankowski, qui nous donne rendez-vous, elle, en Chine. Voilà donc pour le fil conducteur, c'est le cas de le dire. Allez, pour la première étape, nous partons à Londres, où tout est fait pour dégoûter les automobilistes. Bonjour Laura. Quand les autorités veulent stopper les conducteurs, je crois qu'elles ne font pas les choses à moitié. Comment ça se manifeste au quotidien ? Eh bien Laurent, ici, il y a un péage urbain, une congestion charge qui est très élevée. Les Londoniens doivent payer 13 € par jour pour circuler dans le centre de Londres et 24 € s'ils ont un véhicule de plus de 12 ans, donc très polluant. Et vous allez voir dans ce reportage de Lilia Melconian et Nick Bousby que l'objectif est simple, décourager les conducteurs à prendre leur voiture. Londres et ses interminables embouteillages, connu pour ses pics de pollution que personne ne semble réussir à réduire. Ici, les autorités font tout pour dissuader les Britanniques de rouler en voiture dans la capitale, devenue l'une des villes les plus chères du monde pour les automobilistes. Depuis 2003, les conducteurs qui circulent dans le centre de Londres sont taxés par un péage urbain de 12 € par jour environ. Les taxis et les bus sont pour le moment exemptés. Des caméras de vidéosurveillance photographient chaque plaque d'immatriculation pour vérifier que la taxe a bien été payée. Je pense que c'est beaucoup trop cher. Moi, je fais de la livraison, alors je répercute le prix du péage aux clients. C'est les autres qui payent pour moi. Du coup, je continue à rouler, ça ne réduit même pas les embouteillages. On ne conduit pas dans Londres par plaisir. Si on amène la voiture, c'est qu'on n'a pas d'autre choix, parce qu'on va d'un endroit à l'autre. Et les transports publics, parfois, ne nous le permettent pas. C'est une mesure environnementale, oui, mais en même temps, je pense que les autorités en profitent pour se faire de l'argent. En avril dernier, les autorités ont créé une nouvelle taxe. Cette fois-ci pour les véhicules polluants. Elle est imposée dans les zones dites ULEZ. Ici, les voitures diesel de plus de 4 ans et les véhicules de plus de 15 ans payent le péage urbain encore plus cher. Jusqu'à 25 € par jour pour rouler dans cette zone délimitée en rouge. Objectif affiché, décourager les Londoniens de prendre leur voiture. La ville de Londres continue à se développer. Ces 10 dernières années, plus d'1 million de personnes se sont installées ici. Et dans les 10 prochaines, il y en aura encore 1 million de plus. On sera plus de 10 millions. Alors il va falloir anticiper ce développement en se posant cette question. Est-ce qu'on veut plus de gens qui conduisent ou plus de gens qui utilisent les transports publics ? Nous, on veut plus de gens qui utilisent les transports, les vélos et qui marchent aussi. Une politique de la ville approuvée par les piétons et les familles qui se réunissent régulièrement au sein d'associations pour applaudir ces mesures. Réduire les embouteillages, ça veut dire respirer un air plus propre. J'ai un fils de 5 ans et un fils de 11 ans. Notre famille souffre d'asthme et je sais que les bouchons vont aggraver les symptômes. Alors c'est important qu'on agisse vite. Il faut savoir prendre des décisions radicales et je suis fière que la ville de Londres ait pris des mesures drastiques face à ce problème mondial. Les autorités l'ont confirmé. À partir d'octobre 2021, la zone ULEZ sera étendue à l'ensemble de la ville. Donc c'est ce qu'on appelle des mesures radicales. Est-ce que c'est au moins efficace ? Eh bien Laurent, les autorités sont mitigées puisque le bilan est mitigé. On a remarqué une diminution de 30% du nombre de véhicules qui circulent dans le centre de Londres, mais les rues sont toujours très embouteillées et la pollution de l'air n'a absolument pas diminué, elle a même augmenté car il y a de nombreux transports en commun, des bus, des taxis et des VTC. Et est-ce que vous savez, Laura, si les autorités comptent aller plus loin encore ?
Eh bien Laurent, le prochain cheval de bataille du maire de Londres, de Sadiq Khan, ce sont les taxis. Vous savez, les fameux Black Cab. Il veut que tous les taxis londoniens roulent à l'électrique d'ici 10 ans. Il y en a déjà de nombreux en circulation et on les a testés. Alors au-delà d'être écolo, ils sont aussi très confortables. Merci beaucoup Laura, à bientôt et surtout faites attention, regardez bien à droite avant de traverser. Allez, changement de décor, direction Athènes à présent. Athènes, une ville pas vraiment bénie des dieux puisqu'elle serait la plus polluée d'Europe. Eh oui. Bonjour Alexia, dites donc, c'est plutôt triste col palmarès. Hein. Et j'imagine que des mesures également ont été prises pour y remédier. Oui, effectivement. Alors, vous savez, Laurent, c'est très simple. Hein. Pour lutter contre cette pollution atmosphérique qui est l'une des plus importantes d'Europe, le gouvernement a décidé très très tôt, d'ailleurs, depuis bien 15 ans maintenant, voire plus, d'opter de manière permanente la circulation alternée. C'est-à-dire qu'il y a les jours pairs et il y a les jours impairs à Athènes, qui est un bassin, donc dans la capitale. Seulement voilà, eh bien, les Grecs, de toute classe d'ailleurs, ils ont préféré s'endetter plutôt que respecter cette norme. Résultat, ils s'endettent en achetant 2 voitures, une paire et une impaire, et aussi faire les frais d'un garage. Résultat, ce n'est pas une mesure qui a véritablement marché, et c'est la raison pour laquelle le bassin athénien reste encore l'un des plus pollués d'Europe. Mais il y a eu d'autres initiatives, notamment en 2008, donc au tout début de la crise, avec des cyclistes qui ont voulu mobiliser un à un les automobilistes et leur montrer qu'il y avait des alternatives. Et ils ont réussi à convaincre le gouvernement en 2011 à faire en sorte que la voie de bus soit aussi autorisée aux cyclistes. Donc on peut penser que ces automobilistes laissent de plus en plus au moins une voiture au garage. Effectivement. Et c'est ça, en fait, le véritable challenge. Sauf que, et c'est pour ça, c'est la raison aussi pour laquelle ça n'a pas marché, parce que dans les voies de bus, eh bien, c'est toujours assez difficile. Et c'est surtout une question de mentalité. Les Grecs, pour l'instant, c'est très difficile aussi de circuler dans Athènes. Les bus sont erratiques, il n'y a que 3 lignes de métro. Et c'est la raison pour laquelle il faut jouer la débrouille. Mais il y a bien un problème à cet immobilisme. Et c'est ça que je vous invite à comprendre, Laurent, dans ce sujet réalisé avec Karis Katsianis. Pourquoi les autres modes, les alternatives à la voiture, ne peuvent pas décoller en Grèce. Athènes à 8 h du matin, c'est un peu cette image. Et cela dure toute la journée. Les bouchons s'accumulent, les motos zigzaguent pour éviter de respirer les pots d'échappement et les camions n'en font qu'à leur tête, s'arrêtant où bon leur semble pour décharger. Rien d'étonnant dans une capitale européenne qui ne dispose que de 3 lignes de métro et d'un service de bus erratique, sauf qu'avec la canicule, on suffoque. Au milieu de ce chaos quotidien, Lefteris s'accroche à son vélo. Il fait partie des initiateurs du mouvement mobilisant les Grecs pour qu'ils laissent leur voiture au profit des 2 roues. Les arguments de santé, d'écologie, de gain de temps et même d'économie, alors que le pays était en pleine crise, ont bien été relayés, mais se sont vite étouffés. Pendant 7-8 ans, on a essayé de rouler à vélo, mais les autorités ne nous faisaient pas de place. Alors beaucoup ont perdu leur motivation. Et puis il y a la mentalité au bureau, on nous dit « tu peux pas t'offrir une voiture ou une moto plutôt que ton vélo ?» Sans compter que les gens ne veulent pas aller à leur rendez-vous en vélo. Ils estiment qu'ils vont transpirer, que ce n'est pas présentable. C'est la mentalité ici. Alors que la bataille semble perdue, certains ont décidé de changer le cours des choses. C'est le cas de Babis Papadimitriou. Cet ancien journaliste devenu député du Parti conservateur au pouvoir ne quitte pas son 2 roues et son rechange a toujours une petite place dans son sac. Pour lui, tout est question d'organisation. J'ai ma cravate, parce que je ne rentre jamais au Parlement sans cravate. Et j'ai quelque chose pour changer, s'il le faut bien, une petite chemise et un livre, si jamais on a le temps de lire. Voilà, c'est tout. Optimiste, il considère que les maux de son pays ne sont pas incurables et que lâcher sa voiture sera bientôt une mode, même si les autres choix sont limités. C'est un petit peu difficile, il faut avoir des idées pour circuler. Et c'est pourquoi on a beaucoup d'accidents d'ailleurs. On a des accidents à l'intérieur de la ville, ce qui n'est pas fréquent dans d'autres villes européennes. Donc, c'est ce côté-là surtout qui est difficile. Il y a très peu de mairies qui sont un petit peu organisées, le reste, rien du tout. Et c'est pas facile d'aller d'un point à un autre en vélo. Il n'y a même pas une infrastructure normale pour se balader, pour aller à pied. Au-delà du changement des mentalités et des infrastructures, nombre de Grecs dont la nouvelle génération espèrent que leurs compatriotes prendront conscience de l'urgence de quitter leur véhicule, peut-être pour protéger leurs monuments les plus précieux.
Donc, peut mieux faire. Hein. Sinon, un 2 roues, c'est pas mal, hein, mais avec un casque, c'est encore mieux. Et apparemment, c'est pas le cas en Grèce. Et vous avez l'œil, Laurent, effectivement, dans le sujet, on peut le voir. Même sur les 2 roues et notamment sur les vélos, il n'y a pas vraiment de port de casque. Mais d'ailleurs, le respect du code de la route n'est pas vraiment actif ici en Grèce. Il faut savoir que, de manière générale, la police est assez tolérante. Quand on dit qu'on ne veut pas abîmer sa coupe de cheveux, eh bien, l'amende de non-port de casque est plutôt tolérée. Et puis aussi, le code de la route actuel prévoit qu'un seul passager sur 2 sur une moto n'a l'obligation de porter un casque. Donc, effectivement, c'est assez tolérant pour l'instant, mais c'est en train de changer et c'est justement là que le collectif des cyclistes notamment est en train de taper fort. Ils veulent taper au niveau de la pédagogie, Laurent. Oui, mais quel genre de pédagogie ? Ben, c'est toute la question. En fait, ils veulent saisir, et ils ont déjà saisi le gouvernement actuel qui vient de changer, qui est un gouvernement pro-environnement, pour faire des cours dès l'âge de 6 ans dans les écoles, des cours de vélo, justement pour que les enfants, au fur et à mesure, à l'école, se passionnent pour le vélo et à l'adolescence, plutôt que prendre des cours de conduite et prendre une voiture, eh bien, restent plutôt avec leur vélo. Donc ça, c'est une pédagogie. Reste à savoir si les autorités accepteront cette proposition qui est sur la table. Merci Alexia, merci de nous avoir rejoints dans le trafic de Télématin. Allez, on coupe les moteurs et il est temps maintenant de faire une petite pause. Non, une pause tout simplement, une pause numérique avec Julia Livage. Parce que sur Internet, les alternatives à la voiture ne manquent pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Exactement. En fait, ce qui est flagrant concernant les alternatives à la voiture, c'est que tout se passe via Internet, via nos smartphones, via des applis. En fait, c'est pas du tout un frein, le numérique aux alternatives à la voiture. Bien au contraire. Aujourd'hui, il suffit de voir comment vous pouvez vous procurer un vélo, une trottinette ou encore même une voiture électrique. Il faudra toujours vous identifier, vous inscrire sur une appli via votre téléphone portable. Et c'est la même chose pour les sites de covoiturage ou de location de voitures entre particuliers. Tout se passe sur la toile. Alors si on commence avec le vélo, Laurent, vous verrez tout à l'heure avec Isabelle que le vélo électrique et le vélo en général sont en plein essor. Sur Internet, on parle carrément d'autoroutes cyclables. Et c'est sur le web aussi qu'on va trouver des cartes par ville, par région, pour pouvoir tout faire en France aussi, en vélo. Oui, mais sur la toile, c'est réactualisé régulièrement par les utilisateurs et c'est pour ça que ça va très vite. Et c'est pratique. Et oui, évidemment, c'est toujours la même histoire. Concernant les transports en commun, en France, le prix du ticket, il varie entre 1,20 € et 1,90 €. Et c'est ça aujourd'hui le premier obstacle pour son usage au quotidien. Alors pourquoi ne serait-il pas gratuit, ces transports publics ? Eh bien, c'est la question que se posent bon nombre d'usagers sur Internet. Et c'est sur Internet que le combat s'étend à coups de hashtags, à coups de propositions et de pétitions sur Internet. On veut la gratuité des transports et c'est sur la toile que ça se passe. Vous êtes mignonne, mais si on n'a pas le choix et qu'on ne peut rien faire d'autre que de prendre la voiture ? Eh bien, la solution alternative à la voiture, c'est peut-être la voiture électrique ou le covoiturage. Et là encore, c'est sur Internet que ça se passe. Alors évidemment, le covoiturage, on a des sites comme Blablacar, Rouler Malin ou ID-Verum. Et puis vous avez aussi, concernant les voitures électriques, des cartes carrément qui vont vous indiquer où est-ce que vous pouvez charger votre voiture. Et quand vous faites des trajets longue distance, c'est plus que pratique, ça devient carrément vital. Et il y a aussi le partage entre particuliers de sa voiture. Au lieu de la faire dormir dans le garage, vous la rentabilisez, vous la louez à des particuliers. Là encore, c'est sur la toile que ça se passe via les sites comme Drivey. C'est parfait. Et comme c'est parfait, je vais vous faire un cadeau. Je vous emmène aux Émirats Arabes Unis, en plein milieu du désert, où le pétrole coule à flot. Mais pas partout. Bonjour Sylvain. Les autorités ont en effet décidé de créer une ville verte, sans voiture, sans déchets. C'est plutôt surprenant dans la région, non ? Bonjour Laurent. En effet, les pays du Golfe sont plus connus pour leurs hydrocarbures et leur passion des grosses voitures que pour les énergies renouvelables. Les Émirats Arabes Unis, par exemple, connaissent la plus forte concentration de véhicules par habitant au monde. Mais les autorités ont bien compris que les ressources en pétrole n'étaient pas infinies, alors elles commencent à investir dans les énergies renouvelables et les alternatives comme Masdar City. Cette cité laboratoire permet de combiner nouvelles technologies et techniques ancestrales pour réduire nos émissions de CO2, mais aussi diminuer notre recours à la voiture. À notre arrivée aux portes de la ville, nous devons abandonner notre voiture sur ce parking. Le reste de nos déplacements se fera à pied, en vélo, mais surtout à bord de différents systèmes de transports électriques. Steve Severance, le porte-parole de Masdar City depuis ses débuts il y a 10 ans, nous en fait l'inventaire. Le plus ancien de ces véhicules alternatifs se trouve au sous-sol. Ouverture des portes. C'est un système de voiturette tramway autonome qui dispose de 4 places.
À l'époque, c'était la pointe de la technologie. Ce véhicule se déplace en suivant une bande magnétique fixée sous le sol. Et il est équipé de capteurs de sécurité qui peuvent l'arrêter en cas d'obstacle. Cette technologie néerlandaise s'est vue complétée au fil des années par d'autres systèmes, comme le covoiturage, avec ses berlines électriques haut de gamme fabriquées par Tesla. Dernière innovation, ce minibus conçu par une entreprise française. Cette navette, sans conducteur, appelée Navia, est guidée par satellite à travers la ville. Elle aussi électrique, son adaptation aux chaleurs extrêmes des Émirats arabes unis a représenté un défi pour les ingénieurs. Le problème numéro 1, c'est le climat. Les batteries subissent un double stress. Premièrement, pour alimenter l'air conditionné. Deuxièmement, parce que les batteries se vident beaucoup plus vite à cause de la chaleur. Là, nous arrivons à faire tourner les navettes pendant 6 heures dans tout Masdar, par des températures qui dépassent les 40 degrés l'été. Et pour inciter les gens à marcher, les urbanistes ont construit, comme autrefois, des bâtiments proches les uns des autres, qui forment des rues étroites et ombragées. Pour Steve Severance, c'est ce mélange de tradition et de nouvelles technologies qui représente la solution. Symbole de Masdar, ce système ancestral permet de faire descendre de 10 degrés la température au sol. Les puits d'air ont été utilisés depuis toujours dans le monde arabe pour capturer les courants plus frais et les ramener vers le sol. Les gens pensent qu'il faut faire des sacrifices pour être écolo. Conduire une petite voiture ou avoir une petite maison. Mais non, nous pensons qu'être durable, c'est avoir une vie meilleure en vous donnant plus d'endroits et de services publics accessibles à pied. Nous pensons que c'est mieux si vos enfants peuvent aller à l'école en vélo plutôt que vous les ameniez en voiture. Pour l'instant, Masdar accueille des entreprises et des centres de recherche et seuls les étudiants du campus de l'université résident sur place. En plein développement, la ville, qui s'étendra sur 6 km², devrait être terminée en 2030. Coût estimé, 15 milliards d'euros. Ouais. Tout de même, impressionnant, étonnant. Merci beaucoup Sylvain et à très bientôt évidemment. Allez, retour chez nous à présent, car ici aussi, vous le savez, les alternatives à la voiture se développent, se multiplient à vitesse grand V. Alors, chère Isabelle qui vient de nous rejoindre, quelles sont les différentes initiatives justement ? Eh bien Laurent, parce que la voiture est parmi les inventions les plus formidables, la première alternative à la voiture, c'est la voiture électrique, ouais. Bien sûr. Ainsi, eh bien, fin 2018, 200 000 véhicules hybrides ou électriques ont été immatriculés, ce qui fait à peu près 0,5% d'un parc auto qui compte environ 40 millions de véhicules. L'objectif des pouvoirs publics, c'est d'atteindre 1 million de véhicules en 2022, et notamment grâce à la prime à la conversion, la fameuse. Alors, vous êtes mignonne, mais j'ai testé et je peux vous dire qu'il faudrait quand même qu'il y ait des bornes de recharge un peu plus nombreuses et surtout qu'elles soient standardisées d'ailleurs. Alors, c'est vrai. Il y a quand même 25 000 bornes publiques qui sont déjà installées et 20 000 devraient suivre d'ici à 2020. Donc, c'est quand même, ça suit son cours, comme on dit, en ce qui concerne ces bornes publiques. Et puis, côté privé, évidemment, il faut s'équiper d'une prise spéciale murale. Pas de problème quand on vit en maison individuelle, c'est déjà un peu plus compliqué quand on est en copropriété. C'est pour ça que peut-être l'avenir est aux panneaux solaires directement intégrés dans le toit des voitures pour justement réduire l'impact carbone lié à la production et puis à la recharge de ces fameuses piles. Oui, et puis comme dirait Bourvil, il reste le vélo. Mais est-ce qu'on s'équipe de ce côté-là ? Alors le vélo, c'est le 2 roues écolo par excellence. Il s'en est quand même vendu près de 3 millions en 2017, dont 255 000 à assistance électrique. Donc ça aussi, ça démarre. Et puis parallèlement, il s'en est quand même volé 500 000 dans l'année. Voilà. Et sinon, quand même, 30 villes aujourd'hui proposent du vélo en libre service et on dispose de 50 000 km de pistes cyclables. Donc ça roule. Donc oui, c'est ça. A priori, le transport à vélo progresse. Ça progresse. On a aujourd'hui, si l'on en croit l'INSEE, 3% des actifs qui se rendent à leur travail en vélo, contre 15% en transport et 70% avec leur voiture personnelle. Mais ça, vous savez, ce sont les statistiques, donc c'est la moyenne sur la France. En fait, si on veut vraiment avoir une bonne vision de la progression, il vaut mieux affiner par région. Alors, par exemple, Bordeaux,
c'est 12%, et à Strasbourg, 16% des actifs sont des cyclistes, quand on en compte 4% à Paris, parce que les Parisiens, en majorité, à 68%, préfèrent circuler en transport. Justement, vous parlez de la capitale, Isabelle. Est-ce que vous pensez que le phénomène trottinette électrique va s'amplifier, et notamment à Paris ? Alors c'est vrai qu'en quelques mois, il y a quand même 15 000 trottinettes qui se sont insérées dans la circulation parisienne. Oui. Et on en prévoit jusqu'à 40 000 d'ici la fin de l'année. D'où ces mesures de régulation qui ont été prises en septembre. Interdiction de circuler sur les trottoirs, vitesse limitée à 20 km/h et bien sûr des zones de stationnement. On va appeler ça comme ça. Raconté comme ça, Isabelle, on a l'impression qu'on vit une période charnière dans ce domaine du transport. Vous savez ce qui nous attend pour les prochaines années ? Alors en gros, concernant la mobilité publique, on sait que plus de 130 projets de prolongement ou de nouvelles lignes de train, de bus, de tram ou de métro sont à l'étude, parce qu'aujourd'hui, 40% des Français, justement, n'ont pas d'alternative à la voiture. Puis vous savez, on parle aussi de ces fameux parkings installés à l'entrée des villes pour stationner une voiture qui est de plus en plus utilisée en covoiturage. Et puis pour le côté transport individuel, encore une fois, c'est le vélo qu'on devrait favoriser. Alors là, il est question d'instaurer des réseaux de pistes cyclables un peu autoroutiers. Vous savez, calqué sur le modèle nordique, ça sera dissocié des réseaux d'autoroutes avec des ponts, des tunnels, et ce sont des autoroutes pour vélos assez larges de façon à pouvoir se doubler entre vélos et puis à pouvoir faire des trajets plus longs et plus sécurisés. Bon, j'imagine que l'intelligence artificielle va rentrer dans la danse. Oui, d'autant qu'on se rapproche des Jeux Olympiques de 2024. Oui, alors évidemment, les innovations fleurissent. Souvenez-vous, on a vu récemment cet homme volant traversant la Manche. Eh bien, on devrait sous peu pouvoir tester un taxi volant. Alors de quoi s'agit-il ? En gros, d'un mini-hélicoptère électrique sans chauffeur circulant à 150 km/h. Donc, terminer les embouteillages, ça c'est une bonne nouvelle. Bon, maintenant, il faut quand même réglementer les routes aériennes et puis aussi construire des infrastructures de décollage. Donc ça va prendre un petit peu de temps, mais d'ici 5 ans, on pourrait peut-être expérimenter. Bien vu, vous avez vraiment les pieds sur terre. Merci beaucoup Isabelle, à très vite. Allez, pour la toute dernière escale, nous partons en Chine où les modes de transport se multiplient, même les plus insolites. Et oui, en Chine. Bonjour Justine. Alors comme ça, la voiture serait en perte de vitesse chez vous ? Bonjour Laurent, le bon vieux diesel n'a plus la cote ici en Chine. Pour la première fois, les Chinois achètent moins de voitures qu'avant, une baisse de 13%. En cause plusieurs raisons, mais surtout des normes anti-pollution de plus en plus draconiennes. Alors les Chinois se tournent vers des modes de transport plus propres. Il y a bien sûr le scooter électrique. Ici en Chine, c'est une institution. Ils sont partout dans les rues, sur les trottoirs. Il y en a 200 millions en circulation. Des 2 roues donc, mais aussi des véhicules hybrides ou 100% électriques. Les Chinois ont déjà une longueur d'avance. Certains voient déjà plus loin, plus haut. L'avenir du transport est dans les airs. Regardez ce reportage réalisé avec Arnaud Miguet, Gaël Caron et Eva Liu. Zhao Deli est un motard du ciel. L'inventeur de la première moto drone au monde. Un engin volant jusqu'à 500 mètres au-dessus du sol, à 72 km/h, avec 30 minutes d'autonomie. C'est vraiment une sensation géniale de voler. Un petit bijou de technologie, 8 hélices, 8 batteries au lithium et un mode de pilotage automatique totalement sécurisé. 90% des accidents de transport terrestre sont causés par l'erreur humaine. Le vol automatique est plus sûr que le contrôle humain. Cette moto-drone a l'air dangereuse, mais elle est fiable. L'engin est en fait son rêve de gosse. Celui de voler comme son héros, le roi singe, un dessin animé populaire de Chine dans les années 90. En 2016, ce passionné de drone vend sa maison pour se lancer dans ce projet fou. Au début, les gens m'ont pris pour un dingue. Ils disaient « mais jamais ça ne marchera ». Et pourtant, 1500 essais de vol plus tard, l'ingénieur de 41 ans est acclamé en direct sur ce plateau d'un jeu concours national. En pari réussi, la moto volante devrait être commercialisée en 2020. Mais en Chine, sur le très jeune marché du transport volant, la concurrence est déjà rude, car chacun veut sa part de ciel bleu. Voici le drone taxi, un véhicule autonome sans pilote. Vitesse de pointe 130 km/h, capacité de transport 2 passagers et l'appareil est entièrement automatisé.
Il sait seul éviter les obstacles et revenir à son point de départ en cas de panne. À la tête du projet, Hua Zhou, persuadé que son appareil volant supplantera très vite les voitures sans chauffeur. Je pense que d'ici 2 ans, il y aura dans le ciel plein de drones taxis comme celui-ci. Dans les airs, il y a moins d'interférences et de facteurs risques. Beaucoup moins que sur une route en voiture. Au siège de l'entreprise, dans cette salle aux airs de NASA, ces ingénieurs qui demain contrôleront la circulation des drones taxis peuvent reprendre la main pour piloter à distance. En 4 ans à peine, la société Irang a recruté les meilleurs ingénieurs pour concevoir, tester et fabriquer à la vitesse de l'éclair cet appareil aux 120 brevets. À Vienne, il y a quelques mois et pour la première fois, il a enfin été révélé au public. Vous pouvez vous dire, je pars d'un point A, je vais à un point B, ça me prendra 10 minutes. En voiture, ça peut prendre 10 minutes, mais ça peut aussi prendre une demi-heure. C'est une avancée considérable, surtout dans les agglomérations. Une solution aux villes polluées et embouteillées à 200 000 € pièce. Irang devrait mettre en vente son appareil dès l'année prochaine. Dans la course mondiale des taxis aériens urbains, la Chine a définitivement un vol d'avance. Ouais, c'est réellement très impressionnant. Justine, où en est la commercialisation justement de cet objet volant bien identifié maintenant ? Eh bien, sur ce point, les 2 entreprises se font la course. La première, c'est celle de Zhao Deli qui a construit le motodrone qu'on voit au début du sujet. Il a aussi fabriqué un taxi volant qui devrait être commercialisé d'ici 2020. Il a déjà des contrats avec des parcs naturels en Chine. Mais c'est vrai que la deuxième entreprise, Irang, est déjà passée à l'étape supérieure, c'est-à-dire à la commercialisation internationale. L'entreprise dit avoir déjà reçu des milliers de précommandes et notamment de compagnies pétrolières, de transport d'organes, pas encore donc pour les particuliers, mais Arnaud Miguet a eu de la chance. Il y a quelques mois, il a pu tester en personne ce taxi volant. Regardez. Vous n'avez rien à faire, il va s'envoler automatiquement. Où est le parachute? Non, il n'y en a pas besoin. Nous sommes à peu près 17 mètres au-dessus du sol. C'est un peu bruyant. Vitesse de croisière 30 km/h. Ces drones taxis, c'est probablement l'avenir de la Chine. On peut saluer son courage, saluer Arnaud, tout court Arnaud Miguet, correspondant en Chine et pilote, vous l'avez vu, de drone taxi à 16h. Justine, la Chine est à la pointe de la technologie, encore une preuve aujourd'hui. Est-ce que d'autres pays peuvent rivaliser dans ce domaine avec la Chine, justement ? Bien sûr, et ça se bouscule au portillon. Il y a évidemment les Américains. Uber devrait commercialiser son drone taxi d'ici 2023. Et puis il y a aussi nous, les Français. Airbus s'y est mis en 2016 en créant 2 versions d'un drone taxi. Il y a eu plusieurs essais dans les airs, mais pour l'instant pas un seul avec un passager. Et c'est dommage quand on sait que le premier drone commercialisé au monde a été créé par une entreprise française, Parrot, en 2010, mais qui s'est très rapidement fait rattraper par les Chinois. C'est normal, ici il y a des drones partout, pour tout. Les Chinois s'en servent pour se faire livrer leur déjeuner, la Poste aussi pour livrer des colis. Et les Chinois ont même créé le premier drone cargo. Il peut transporter jusqu'à 1,5 tonnes de marchandises sur plus de 1000 km. Le marché du drone est en plein boom. Il devrait augmenter de 40% d'ici l'année prochaine. Vous l'avez compris, Laurent, même dans les airs, les Chinois ont une longueur d'avance. Ouais, exact, ce n'est pas du vol, c'est du haut vol. Et on vous en remercie, Justine. À très bientôt, évidemment. Madame, monsieur, terminus, tout le monde descend. Merci donc à nos 4 correspondants de nous avoir éclairés sur les alternatives proposées par nos voisins. La semaine prochaine, autre thème, le patrimoine sera à l'honneur, ou plutôt sa reconstruction. Après l'incendie de Notre-Dame de Paris, nous verrons en effet comment les autres pays procèdent au sauvetage de leurs trésors en péril. Rendez-vous donc samedi prochain pour un voyage hautement culturel. Télématin, c'est fini.